Donc ici, j'ai des particules qui vont être spawnées sur ma sphère. Je vais les accrocher avec l'object bind sur la géométrie, que je vais passer en lock to surface. Donc je vais tout simplement animer ma sphère, voilà, et appliquer un spawn sur mes particules. Donc un spawn sur la distance, donc by travel. Je vais simplement augmenter le step size, voilà. Le problème, c'est que mes particules ici ne récupèrent pas du tout la vélocité des parents. Vous voyez que dans les inherited du spawn, je suis pourtant à 100% dans la vélocité. Mais si j'utilise un display data pour regarder la vélocité de mes particules, je vois qu'elles sont toutes à 0. En fait, l'object bind par défaut, il va supprimer la vélocité. Et pour la récupérer, on va devoir passer par l'option verlet ici. C'est tout simplement une méthode de calcul qui va nous permettre de déterminer la vélocité d'un objet dans l'espace 3D en comparant tout simplement sa position actuelle avec sa position précédente. Donc là, on voit bien qu'on récupère une vélocité, d'accord ? Elle est plus égale à 0. On voit que l'inherited ici fonctionne bien. J'ai une information de vélocité sur les parents et cette information peut être retransmise aux enfants. On va parler de la manière dont fonctionne le speed et le surface force et d'une manière générale toutes les forces dans TyFlow. Donc là, je vais avoir un speed qui envoie les particules dans une direction, d'accord ? Pour l'instant, le timing de l'opérateur speed, c'est onEventEntry, c'est-à-dire qu'il va donner aux particules une information de vélocité à leur naissance, une seule fois. Si je passe le speed en continu, il n'y a aucun changement, tout simplement parce que vous voyez que dans le speed, j'ai la possibilité de choisir entre le mode setVelocity ou addToVelocity. Le mode setVelocity va tout simplement me permettre de conserver une vitesse constante sur la durée. D'accord ? Donc là, si j'applique un display data, je vois que j'ai une vélocité qui est toujours la même. Donc, puisqu'elle ne change pas, elle reste à 1 sur l'axe Z. D'accord ? L'intérêt, c'est que je vais pouvoir animer mon icône pour modifier la direction des particules tout en conservant une vitesse constante. Donc ça, c'est le mode setVelocity. Le mode addToVelocity, lui, va additionner la vélocité à chaque frame. Donc en fait, on a une accélération, vous voyez, puisque la vélocité du speed vient s'additionner à la vélocité précédente de la particule. Donc ça, c'est pour le speed opérateur. Maintenant, si j'utilise par exemple un surface force, je vais avoir le même effet d'accélération que j'avais avec le mode addToVelocity, puisque par défaut, le surface force, lui, fonctionne de cette manière. S'il est en continu, il va additionner la vélocité à chaque frame. Il n'y a pas de mode qui nous permette de conserver une vitesse constante. Il va falloir utiliser un autre opérateur pour ça, qui s'appelle le stop, et qui va me permettre, en fait, si je le mets en continu, de venir à chaque frame réinitialiser la vélocité des particules avant que le surface force ne réaffecte, lui, sa vélocité. Donc, très important de le mettre au-dessus du surface force, puisque dans l'ordre d'évaluation des opérateurs, le stop doit d'abord remettre à 0 la vélocité, et ensuite le surface force la réassigner, et c'est comme ça qu'on peut conserver une vitesse constante. Ça fonctionne évidemment avec toutes les forces, et d'une manière générale avec tous les opérateurs qui assignent une vélocité en continu. Vous voyez que si je place le stop après le surface force, j'ai plus aucune information de vitesse. Maintenant, si je veux récupérer du mouvement sur ces particules, mais conserver une vélocité à 0, je vais passer par l'opérateur integrate. Donc c'est un opérateur qu'on n'a pas encore vu. Je vais le passer en continu. Vous voyez que l'opérateur integrate, si je le mets entre le surface force et le stop, va me permettre, comme son nom l'indique, d'intégrer immédiatement la vélocité plutôt que d'attendre la fin du time step. C'est-à-dire que TyFlow ne va pas attendre la fin de l'évaluation de tous les opérateurs pour considérer la vélocité du surface force. Ce qui fait qu'on peut récupérer comme ça du mouvement. Si je le mets en continu, je vais récupérer comme ça mon animation avec la particularité d'avoir une vélocité à 0 puisque le stop va continuellement repasser la vélocité à 0. Alors il y a une notion qu'on n'a pas encore abordée dans TyFlow, c'est les targets. Encore une fois, je vous ai créé un système très simple pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors les targets, on va les trouver directement dans les trois opérateurs setTarget, moveToTarget et linkToTarget. Mais vous allez voir qu'on peut les réutiliser dans plein d'autres situations et dans d'autres opérateurs. Donc si on vient lire la définition ici du setTarget, il nous dit que le setTarget operator va assigner l'ID d'une particule à un custom data channel d'une autre particule. En fait, ça veut dire tout simplement qu'une particule va pouvoir prendre pour target une autre particule. D'accord ? Donc là, dans mon système, j'ai tout simplement dans l'event 1 une particule qui va être attachée au pivot de mon icône, ici. Donc cette particule, elle va spawn une autre particule à sa naissance, d'accord? Donc c'est la verte ici. Et je vais demander à la verte d'avoir pour target son parent, donc
celle-ci, d'accord? Vous voyez qu'il enregistre ici la nouvelle valeur dans un nouveau channel, et avec l'opérateur ici move to target, je lui demande de prendre pour position la position de sa target. Vous voyez que si je la cache, j'ai bien ma particule verte qui est exactement au même endroit que la particule blanche. Et donc en fait, elle va la suivre, hein, tout simplement, comme si elle était attachée à son parent. Ensuite, je vais mettre un spawn by travel. Alors pourquoi ici je passe par un move to target, puisque dans le set target, j'ai l'option link to target? Tout simplement parce que c'est une information qui va être héritée avec le spawn by travel sur les enfants. Donc là, vous voyez qu'en fait, les 43 particules qui ont été spawn, elles sont exactement au même endroit que leurs parents, puisqu'elles vont être linkées en fait à cette particule-là, puisque leurs parents le sont, et que cette propriété se transmet avec le spawn by travel aux enfants, d'accord? Alors que si je décoche ici le link to target et que j'utilise un move to target, vous voyez que le spawn by travel fonctionne parfaitement. Après, je peux très bien utiliser la fonction link to target, tout en utilisant le spawn by travel, et ensuite venir utiliser un link to target ici, en activant ici l'option unlink, ce qui va me permettre de briser le lien qui a été hérité et transmis depuis la particule parent. Donc les deux solutions sont viables, mais quoi qu'il arrive, vous voyez que je perds la vélocité sur la particule qui est linkée. Alors vous voyez que si j'affiche la vélocité de ma particule, j'ai bien une vélocité à 0. Donc on perd la vélocité un peu comme avec l'object bind finalement, puisqu'en fait on vient attacher une particule non pas à une géométrie mais à une autre particule. Et du coup si on veut récupérer la vélocité, pour éventuellement la transmettre ici avec le spawn, on va devoir la recalculer donc en verlet. Donc rappelez-vous, dans l'object bind, il y a une option pour le faire, c'est l'option verlet, d'accord? Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas cette option-là, il n'y a pas d'option verlet. Donc en théorie, on est capable de la recalculer avec un speed. Si on le passe en continu, et qu'on vient se mettre en verlet en magnitude et en direction, on est capable, en principe, en enlevant la variation, de récupérer la vélocité, mais vous voyez que j'ai toujours une vélocité à 0. Donc je sais pas, je saurais pas dire si c'est un bug ou si ça va être résolu dans une prochaine version. En tout cas, là pour l'instant, il n'y a pas moyen de récupérer la vélocité en utilisant un speed. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est simplement de passer par un set target ici, de venir lui demander de prendre pour target son parent. On va simplement changer le nom du channel, et on va venir avec un custom properties, récupérer la verlet velocity dans un nouveau channel, et on vient lui demander de récupérer non pas sa propre valeur, mais la valeur de sa target, donc à savoir celle qui est enregistrée dans parent target, d'accord? Et ensuite, on vient la redistribuer avec un custom properties, cette fois-ci en mode get value, et on vient l'appliquer directement dans la velocity. Donc vous voyez que là, j'ai récupéré la vélocité qui est transmise des parents aux enfants. On peut évidemment moduler un peu cette valeur avec le multiplier, voyez. Alors, vous voyez, évidemment, les premières particules vont avoir du mal à décoller, tout simplement parce que le verlet calcule la vitesse d'une particule en comparant sa position précédente avec sa position actuelle, et à la frame 0, il n'y a pas de position précédente, donc les premières particules ne peuvent pas décoller. Après, il n'y a rien qui vous empêche de passer les opérateurs de custom properties en continu, pour récupérer continuellement la verlet velocity du parent. Du coup, forcément, cette valeur d'inherited ici, elle ne sert plus à rien, puisque la vélocité va être recalculée directement dans l'event 3. Donc voilà une des utilisations possibles des targets dans TypeFlow. Il y en a d'autres, hein. On peut par exemple demander à un find target de ne pas utiliser d'objets, mais plutôt des particules, d'accord? Donc on peut avoir des particules comme ça qui vont venir chercher d'autres particules, donc ça peut être intéressant. On peut également les utiliser avec le particle bind, donc que ce soit le particle bind ou le physics bind, on peut demander de binder la particule à sa target. Pour la prochaine astuce, on va rester dans les custom properties. Donc j'ai créé un système vraiment très simple. J'ai une particule qui est bindée sur le pivot de mon icône et je vais lui ajouter un spawn. Donc ne pas oublier de relier le spawn à un nouvel event. Là on voit que j'ai des particules qui ont été spawnées. Je vais les afficher dans une couleur un peu différente et un peu plus petite. Voilà. Donc je vais cacher mon icône, j'en ai pas besoin. Donc là on voit bien qu'on a la particule maman qui spawn des enfants. D'accord? Donc je vais pouvoir utiliser le property test pour forcer mon spawn à s'arrêter de fonctionner après avoir spawné un certain nombre de particules. Et donc pour ça je vais utiliser la propriété recursive child count. C'est une propriété qui va nous permettre de compter le nombre de particules qui ont été spawnées. Ici je vais simplement créer un nouveau channel.
Et donc je vais lui demander d'incrémenter la valeur, donc de valider le test si la particule a spawné plus de 25 particules. D'accord? Donc là on voit, grâce au nombre de particules qui sont affichées, le nombre de particules qui sont spawnées. Je vais aller ici dans les filtres du spawn pour ajouter un filtre de custom float. Je vais chercher le channel que j'ai créé et je vais lui demander de ne fonctionner que si la valeur est égale à 0. Puisque si la valeur est supérieure à 0, ça voudra dire que le property test a détecté que la particule a spawné plus de 25 particules. Donc c'est ce qu'on a ici. Vous voyez que la particule a arrêté de spawner après un certain nombre de particules, donc 25 ici en l'occurrence. Donc il y aura toujours un petit décalage entre le moment où le test est rempli et le moment où le spawn va interpréter ce test. Ça va nous permettre de contrôler la quantité de particules qui va être spawnée par chaque particule par an. Donc pour aller un peu plus loin, on peut même réutiliser ce property test, le mettre dans le deuxième event, venir demander à ces particules de tester non pas elles-mêmes mais leurs parents. Donc dans le menu déroulant ici en l'occurrence on va choisir parents, voilà. Et donc là, ici, le property test va bien chercher comme target les parents, puisque c'est ce qu'on a défini juste au-dessus. Donc on va pouvoir créer un nouveau channel pour remplacer celui qu'il y avait avant. Donc là, on va créer des cubes, voilà. Donc ce que je voudrais, c'est faire grossir mes particules à partir du moment où le parent a spawn 25 particules. Je vais le mettre en continu, en absolute ici. Et je vais lui rajouter un filtre. Donc, custom float, parent test est égal à 1. Donc là, on voit bien que quand 25 particules ont été spawnées, les enfants se mettent à grossir. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'une fois que le parent a créé le nombre de particules qu'on a souhaité, on peut le supprimer. Donc là, on a deux méthodes. Soit on peut le faire depuis l'event 1 en mettant un delete, et en réutilisant le channel ici, child count, et en testant cette valeur dans le delete. Donc il faut faire attention que le delete soit mis en continu, avec un filtre. Voilà, égal à 1. Donc là on voit bien que la particule parent a été supprimée. On pourrait également le faire ici, en sélectionnant non pas dans le delete self mais parent ou target, puisque là en l'occurrence les targets c'est les parents, sachant que ça ne fonctionnera que si dans le spawn ici vous avez bien coché, donc c'est l'option par défaut, remember parent. Si vous le décochez, vous voyez que les particules enfants ne pourront pas se souvenir de qui sont leurs parents, et du coup le setTarget ici en parent ne fonctionnera pas, et du coup tout le reste ne fonctionnera pas non plus. Voilà, donc ici on va changer la valeur en parent test, et voilà. Deux méthodes pour supprimer la particule maman. Alors dans cette astuce, je vais vous montrer comment on peut jouer un peu avec l'interface de TypeFlow. Donc je vais avoir comme ça plusieurs events. Si je veux les organiser, je peux les sélectionner. En utilisant les flèches directionnelles, je vais pouvoir comme ça les réorganiser. Voilà, donc ça c'est la première astuce. Deuxième astuce, je peux instancier plusieurs nodes ensemble. Donc là par exemple les displays. Donc je peux les sélectionner, faire un clic droit dessus, make instance, les opérateurs vont être instanciés. C'est-à-dire que chaque modification qui va être faite sur l'un va être faite sur les autres. Je peux également prendre un opérateur et le copier en maintenant Maj Alt d'enfoncer. Et là vous voyez que j'ai copié cet opérateur en tant qu'instance. D'accord. Troisième astuce pour l'interface, vous pouvez alors ici afficher le nombre de particules en faisant clic droit, display particule count. À savoir que la limite interne du nombre de particules que TypeFlow peut traiter, c'est à peu près 2 milliards. Donc c'est en fait simplement le nombre maximum que peut supporter un système 32 bits. Donc certains opérateurs ont beaucoup de propriétés. Vous voyez qu'il y a beaucoup de menus déroulants. Ça peut être intéressant parfois d'afficher plusieurs colonnes, vous voyez, en utilisant ici l'option layout et en choisissant le nombre de colonnes qu'on veut afficher, pour pouvoir afficher plus de propriétés simultanément. D'accord ? Il faut savoir que si vous utilisez une carte graphique NVIDIA, vous allez pouvoir activer ici, dans l'onglet Physics de votre TypeFlow, les cœurs CUDA.
Donc l'intérêt, ça va être d'augmenter les performances des particules physiques, de réduire les temps de calcul. Donc ça va dépendre de 3 choses. Déjà, il va falloir une carte NVIDIA, donc une carte graphique NVIDIA assez récente. Plus elle sera récente et plus elle sera performante, plus les temps de calcul seront réduits. Il va falloir également installer 2 DLL, donc tout simplement les mettre là où vous avez installé votre TileFlow. Donc vous allez sur le site de TileFlow et vous pouvez télécharger ces DLL ici. Il faut savoir que c'est une option qui fonctionne mieux si vous travaillez avec beaucoup de particules. À partir du moment où vous travaillez avec un petit nombre de particules, donc c'est ce qui est indiqué ici, vous pourriez avoir de moins bonnes performances que si vous n'utilisiez pas la technologie CUDA. D'accord ? Donc à savoir aussi que pour les particules physiques, on va avoir 2 types de solvers qui vont être proposés par NVIDIA, donc Projected et Temporal. Okay, donc ces 2 types de solvers sont un peu différents. Donc je suis allé dans la doc d'NVIDIA. Le mode Temporal va être un peu plus précis que le mode Projected. Il va être un peu plus performant. Il va être un peu moins rapide que le Projected, donc qui est le mode par défaut. Mais il va avoir de meilleures performances. Donc il va minimiser l'énergie introduite pour corriger les pénétrations, améliorer la jointure entre les particules, donc en utilisant les physics bind par exemple. Donc ça dépend évidemment de votre scène et de ce que vous cherchez à obtenir. Alors il faut savoir aussi que depuis quelques versions, le close de TileFlow bénéficie d'une technologie qui utilise la carte graphique. Donc c'est un solver qui va nous permettre d'améliorer les collisions entre les closes. On va pouvoir ici le paramétrer dans le Particle Bind Solver. Vous voyez que j'ai toute une partie dédiée au CUDA Close Collision Solver. L'intérêt, c'est qu'on va avoir du close qui va être un peu plus précis et on n'aura plus besoin d'utiliser les particules physiques comme on faisait avant. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Donc je vais venir créer des planes. Je vais créer ici un burst object et ajouter mes planes au burst object. D'accord ? Je vais les convertir directement en close. Donc je vais venir cacher aussi les planes de référence. Je vais mettre une force, donc une turbulence. Je vais créer un sol. Voilà, et je vais ici rajouter une gravité et une collision avec le sol. Donc là, si j'active le CUDA Collision Solver, je vais avoir quelque chose d'un peu plus précis. Donc les collisions ne vont pas se faire directement sur les points que constituent les maillages, mais directement sur les faces, donc sur les triangles du maillage. Donc là, je vais créer une sphère, je vais simplement venir faire collider avec mes planes. J'ajoute ma sphère à mon collision. Donc vous voyez la différence, si j'active ou désactive le CUDA Collision Solver. Donc là, sans le CUDA Collision Solver, ma sphère passe à travers le close. Avec le CUDA Collision Solver, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus précis. D'accord ? Et je vais même pouvoir lui demander au close de faire de la self-collision, c'est-à-dire que le close ne pourra pas s'interpénétrer lui-même. Donc voilà, c'était une petite astuce pour le close. Pareil, il va falloir rajouter des petits DLL que vous pourrez télécharger sur le site de TileFlow. Donc vous pouvez cliquer ici sur le petit point d'interrogation et il va vous dire voilà, votre système est compatible avec le solver. N'oubliez pas de mettre à jour voilà, les drivers de votre carte graphique. Donc l'astuce suivante va concerner le wind. Donc vous savez qu'il y a des helpers qui sont propres à TileFlow. Donc je vais créer ici un wind et vous voyez que dans le wind, j'ai une option ici qui s'appelle Collider qui va nous permettre en fait de faire de l'occlusion. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bloquer le vent avec des objets. Donc je vais vous montrer tout simplement. Donc je vais créer des particules sur une icône. Je vais venir ici assigner une force avec donc le TileWind. Maintenant, si je viens créer une box, par exemple ici, que je viens dans mon wind rajouter cette box à ma liste des colliders, je vais avoir une occlusion comme ça qui va pouvoir se faire. C'est-à-dire que la box va littéralement contrer le passage du vent. D'accord ? Donc on peut régler l'intensité et on a comme ça des options. Donc l'occlusion, ça va définir à quel point l'objet va contrer le vent. Et le ray divergence, il faut plus le voir comme un fall-off. À 0, ça va vraiment matcher la forme de l'objet, et puis plus j'augmente cette valeur, plus ça va s'étendre sur les côtés. Vous voyez qu'ici, Max, par défaut, propose un drag opérateur. Dans TileFlow, on a la possibilité d'utiliser le slow, si on veut slow nos particules, si on veut les ralentir. On peut choisir les axes, les différents axes. Donc là, j'ai slow mes particules que sur l'axe X. Du coup, sur l'axe Z et Y, les particules peuvent se déplacer librement. Vous voyez ? Le problème, c'est que cet axe dépend du world. C'est-à-dire qu'en fait, les coordonnées sont des coordonnées qui correspondent à celle de la scène. Donc le drag, lui, va être intéressant parce qu'il va nous permettre de slow nos particules en fonction des coordonnées locales du helper. On va ajouter une force et on va
aller chercher notre drag. Donc par défaut, vous voyez qu'il slow les particules sur tous les axes à 5%. Je vais lui demander de slow les particules que sur l'axe X, comme pour le slow qu'on avait ici. Sauf que maintenant, si je viens faire une rotation sur mon drag, vous voyez que le slow se fait en fonction des coordonnées locales du helper. Donc je voudrais maintenant vous parler du Position Transfer. Donc c'est un opérateur qui va nous permettre de récupérer la position et l'animation de nos particules sur une géométrie fixe et de la transférer sur une géométrie identique mais animée. Donc ce sont les mêmes objets, j'ai simplement mis un noise sur cette sphère. J'ai animé tout simplement des particules qui subissent une gravité, qui sont loquées sur la géométrie. Je vais venir rajouter un opérateur Position Transfer. Je vais lui demander de save la position et je vais venir choisir l'objet. Et si je veux récupérer cette animation sur cette sphère, je vais pouvoir créer un deuxième TypeFlow. Donc je vais référencer le premier TypeFlow ici. Donc j'ai pris TypeFlow 1. Donc on voit que j'ai des particules qui sont apparues, qui correspondent aux particules du TypeFlow 1 sur la frame 0. Maintenant, si je veux récupérer l'animation, je peux faire un Flow Update. Alors, dans le Flow Update, si j'active la position, vous voyez que je vais récupérer en temps réel l'animation du TypeFlow 1. Voilà. Et grâce au Position Transfer, je vais pouvoir l'appliquer sur mon autre sphère. Donc je vais pouvoir cliquer ici sur Load Surface Offset. Donc l'intérêt, c'est que je vais pouvoir venir déformer comme ça la géométrie, tout en conservant la position relative des particules sur ma géométrie. D'accord? Alors, il faut bien penser à activer les Custom TM dans les caches. Vous venez activer ici les Custom Vector, Custom TM et Custom Float pour pouvoir bien récupérer les informations du Position Transfer d'un TypeFlow à l'autre. Un opérateur, encore une fois, qu'on n'a pas encore vu, qui s'appelle le Camera Cull. Alors, le Camera Cull, il va simplement nous permettre d'afficher seulement les particules qui sont présentes dans le champ de vision de la caméra. Donc, je viens positionner ma caméra. Je vais venir appliquer mon Camera Cull ici et je vais aller piquer la caméra. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les particules qui sortent du champ de vision ici de la caméra ne vont plus être affichées. Alors vous voyez qu'il y a une sorte de fall-off, donc un expand, si je le mets à 0. Alors les particules ne sont pas supprimées, elles sont simplement exclues de l'affichage. Donc vous voyez ici qu'on a des options, je peux simplement choisir de les afficher ou pas. Elles sont toujours calculées, vous voyez que j'en ai toujours 186 ici. Et si je désactive l'opérateur Camera Cull, j'en ai encore 186. Donc le Camera Cull, il va être utile si jamais on a des scènes très chargées ou si votre ordinateur n'est pas très puissant, pour éviter de surcharger le viewport. Vous voyez que par défaut, le Camera Cull affecte le display, le render, les exports et l'interface de particules. Je peux choisir d'utiliser tout ou en partie ces différentes options. Et vous voyez que si je déplace la caméra, les particules qui sont hors du champ de vision de la caméra ne sont plus affichées. Alors il y a une deuxième option qui existe qui s'appelle le Distance Cull, qui va nous permettre d'utiliser n'importe quel objet, pas forcément les caméras. Donc je vais venir créer un objet et le choisir ici dans la liste de mon Camera Cull. Donc vous voyez que les particules qui sont à proximité de cet objet vont être affichées. Je peux évidemment modifier la distance ou inverser l'effet. Et dans ce cas-là, les particules qui ne sont pas proches de l'objet vont être affichées. Donc là sur la gauche, j'ai simplement une particule émise par TypeFlow qui rebondit sur le sol et qui se change en cube. Donc à la base c'était une sphère. Et ici à droite j'ai le même système mais sur particule flow. Donc là à première vue tout va bien, il n'y a aucun problème. On a une particule qui est émise depuis une icône et qui est envoyée en direction du sol. Elle rebondit et après la collision elle est envoyée dans un deuxième event ici dans laquelle elle change de shape. Donc j'ai affiché le nombre de particules dans les events en utilisant ici le track update particle count. Donc ici je sais qu'il y a une particule qui est présente dans cet event, et lorsque la particule vient taper contre le déflector, elle est directement envoyée dans l'event 2. Vous voyez que d'une frame à l'autre, on passe dans l'event 2 dans laquelle on lui affecte une nouvelle shape et elle prend directement l'apparence d'un cube. Maintenant, si on regarde sous TypeFlow, on voit que ici, on a donc bien une particule dans l'event 1, et lorsqu'elle vient taper contre le sol, vous voyez que là, la particule a bien été envoyée dans l'event 2. Vous voyez que si je désactive le display, elle disparaît. Le problème, c'est qu'elle n'a pas eu sa nouvelle shape. Il va y avoir une frame de décalage pour que la particule reçoive sa nouvelle shape. Vous voyez? Alors pourquoi est-ce qu'on a cette frame de décalage? Tout simplement parce que dans TypeFlow, l'opérateur collision, contrairement à celui de particle flow, est évalué à la fin du time step. Donc on a vu que les opérateurs s'évaluaient les uns à la suite des autres, mais il va y avoir une exception pour l'opérateur collision. Lui va être évalué après les autres. Il va être évalué même après l'event 2. Et puis à la frame 18 ici,
on voit que tous les opérateurs ont été évalués, excepté le collision. C'est lui qui va en dernier envoyer la particule dans l'event 2. Mais à ce moment-là, pour cette frame, l'opérateur shape, lui, a déjà été évalué précédemment. Donc il ne va pas être réévalué. Alors pourquoi l'opérateur collision est traité à la fin? En fait, c'est tout simplement pour des questions de process interne. Il a besoin de récupérer toutes les informations, notamment les informations de bindings, pour ensuite leur appliquer les informations de collision. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais disons que c'est quand même une particularité à connaître pour TypeFlow. Peut-être que dans une version future, on aura la possibilité de faire en sorte que l'opérateur collision ne soit plus évalué donc à la fin, mais en suivant l'ordre dans lequel on a placé les opérateurs. Donc si vous faites un clic droit sur n'importe quelle propriété animable dans 3ds Max, vous avez ce menu contextuel qui apparaît, et tout en bas ici on a l'onglet TypeFlow qui va nous permettre d'avoir des options qui vont nous permettre de définir des clés d'animation rapidement. Par exemple ici je vais faire setkey 0, 1, donc là on voit bien qu'au début et à la fin de ma timeline, je vais avoir des clés d'animation qui vont être posées pour ce paramètre. Je peux évidemment supprimer les clés en faisant un delete all key par exemple. On va avoir d'autres options, donc je vous invite à les découvrir aussi par vous-même. Donc ici par exemple, je vais de 0 à 100 du début à la fin de ma timeline. Je peux décider d'inverser ces clés. Et donc ici j'aurai 100 au début de la timeline et 0 à la fin. Et je vais pouvoir comme ça animer n'importe quel paramètre dans TypeFlow. Alors TypeFlow intègre pour l'instant 2 nouveaux contrôleurs d'animation. Donc on va commencer par voir le premier qui est le contrôleur Link to Particle. Alors pour assigner un contrôleur, on vient ici dans l'onglet Motion, on déroule l'onglet Assign Controller et on va pouvoir ici sur les transformations position, rotation et scale assigner un contrôleur, en l'occurrence ici le contrôleur TypeParticle Controller. Donc comme son nom l'indique, c'est un contrôleur qui va nous permettre de linker notre objet sur une particule. Donc je vais créer un nouveau système TypeFlow et je vais venir linker ma box à mon TypeFlow en le sélectionnant ici dans le contrôleur. Donc la box ici, je vais la réduire. Donc là on voit qu'elle est linkée sur une des particules. Et je vais pouvoir choisir la particule sur laquelle je veux linker mon objet. Donc ici en fonction de l'ID, vous voyez. Donc ça peut être utile dans certaines situations. Je vous conseille quand même d'utiliser un helper, donc un dummy ou un point par exemple, pour faire l'intermédiaire entre l'objet et le système de particules. Parce que là vous voyez que je ne peux plus du tout modifier ni la rotation, ni le scale, ni la position de mon objet. Donc je suis quand même très limité. L'intérêt de passer par un helper, ça va être d'assigner le contrôleur directement au helper plutôt qu'à mon objet. Donc ici, je vais enlever le contrôleur TypeParticle Controller de mon objet. Je vais lui réaffecter une position, une rotation et un scale. Donc là, j'ai mon objet qui est de nouveau libre. Et donc je vais pouvoir venir le linker à mon dummy qui est lui-même linké sur une de mes particules. L'intérêt, c'est que je vais pouvoir modifier mon objet. D'accord ? Et en même temps profiter de l'animation de mes particules. Alors le deuxième contrôleur disponible avec TypeFlow, c'est le TyRateOfChange, qui est disponible quand on va dans le Curve Editor sur n'importe quelle piste d'animation. Donc ici, je vais faire un clic droit sur la face de mon noise que j'ai appliqué à ma box, et je vais faire un Assign Controller. D'accord ? Je vais choisir ici TyRateOfChange, et je vais pouvoir comme ça venir créer une piste d'animation à l'infini. Et ça m'évite en fait de créer des clés pour les faire continuer vers l'infini avec le mode Relative Repeat. J'ai pas besoin de clés en fait, ça se fait automatiquement grâce au contrôleur. J'ai évidemment des options pour choisir à quel frame la valeur va être à 0. Je peux mettre une offset et je peux évidemment aussi limiter les valeurs positives et négatives de ma piste d'animation. Donc si je ferme cette fenêtre et que je veux retoucher les paramètres, j'ai juste à double-cliquer ici sur la piste phase. Donc en l'occurrence c'est la piste sur laquelle j'ai assigné le contrôleur. Donc voilà, ma petite fenêtre apparaît et je peux de nouveau modifier les valeurs. Donc pareil, c'est disponible pour n'importe quelle piste d'animation de 3ds Max et de TypeFlow. Alors il se trouve que TypeFlow a la capacité de pouvoir travailler avec des maps vectorielles. Vous voyez que parmi toutes les options du Surface Force, on a un onglet ici qui s'appelle Texture. Et c'est ici qu'on va pouvoir traduire des maps RGB en vector. Donc qu'est-ce qu'une map vectorielle? Donc c'est tout simplement une map qui va être dessinée dans l'espace 3D et qui va reproduire en fait, avec des informations de couleur, les informations de direction dans l'espace 3D. Donc il y a plein de manières de faire des maps vectorielles. Moi j'ai utilisé le VecMap Tool de Kinematic Lab. Je ne vais pas vous montrer ici comment il fonctionne. C'est plutôt simple, hein. Vous dessinez directement sur votre objet en 3D les motifs que
que vous voulez faire suivre à vos particules. D'accord? Donc ça fonctionne sous Particle Flow. Il y a un script, donc c'est un data operator, je crois, à télécharger sur le site Kinematic Lab. Mais ça fonctionne aussi dans TypeFlow, sans script. Vous allez voir qu'on peut le faire directement en utilisant donc, le Surface Force. Donc ici, j'ai mon système qui est déjà prêt. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc je vais passer en wireframe. Donc je vais reprendre depuis zéro pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le système. Donc je commence par faire spawn des particules sur ma géométrie. Donc mon plane ici. Les scales, on s'en fiche un peu pour l'instant, on verra plus tard. Ils vont nous servir pour le meshing, mais je vous montrerai plus tard. Ici, j'ai un stop que j'ai mis en continu. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'en ai besoin en continu. Et juste en dessous, ici, j'ai le surface force, donc avec, vous voyez, les informations de vélocité. Donc, je lui demande d'utiliser la diffuse de mon objet. Donc, je décoche tout ça, ça ne me sert à rien. Surface offset, normalize, UV to world, space conversion, j'en ai pas besoin. Et ici, je vais venir indiquer la vitesse à laquelle je veux que mes particules se déplacent. D'accord? Je vais aussi décocher cette option ici, Simulate Substeps, qui va en fait me faire des variations pour simuler les substeps. Donc voilà, je peux pas le dire autrement. Il va créer de la variation de vitesse en fait. L'intérêt d'utiliser un stop ici, c'est de conserver une vitesse constante, puisque la vitesse va être réinitialisée, elle va être repassée à 0. Le speed ici en inherit, il n'est pas obligatoire, mais je m'en sers pour ajouter de la variation et pour pouvoir multiplier ma vitesse si jamais je trouve que c'est pas assez rapide, ou au contraire la passer en dessous de 1 si je trouve que mes particules sont trop rapides. Donc c'est complètement optionnel, on peut directement le faire dans le Surface Force. Vous voyez qu'ici j'ai la possibilité d'ajouter de la variation, de la divergence et même de modifier l'accélération. Donc l'accélération, ça va définir en combien de temps la particule va atteindre sa vitesse maximale. Par exemple ici vous avez mis 250. Si vous avez une accélération de 100%, la vitesse maximale sera atteinte dès la première frame. En revanche, si je mets une variation inférieure, par exemple à 50%, il faudra un peu plus de temps à ma particule pour atteindre la vitesse de 250. Donc c'est tout simplement un paramètre d'accélération, puisque les particules vont accélérer, vont mettre un certain temps avant d'atteindre leur vitesse maximum. L'object bind ici, je m'en sers pour conserver mes particules sur ma géométrie. Le spawn, je m'en sers pour créer des speed lines. Donc c'est un spawn by travel, vous voyez, avec un object bind, un scale, on verra plus tard à quoi il sert, et un delete qui va me permettre de gérer la longueur des trails. Okay, donc ici aussi, je peux mettre un delete pour que les particules finissent par mourir. Et pour supprimer les particules qui sont sur du gris, donc qui ne sont pas sur la couleur de la map vectorielle, je vais simplement passer par un surface test, ici en texture. Donc je viens ajouter mon plane à la liste des objets du surface test, et je lui demande ici d'utiliser une map spécifique, donc je vais vous la montrer. Donc l'idée c'est d'avoir une map ici en noir et blanc à partir d'une map vectorielle. Donc je vais simplement utiliser un composite avec la map vectorielle mis en différence, en mode de fusion différence de ma color map qui va être du même gris que le fond de la map vectorielle. Et je relie ça au color correction. Donc c'est une map que je vais passer en monochrome. Et je viens booster ici le RGB, donc je le passe à 500 et quelques, pour avoir quelque chose de très contrasté. Et c'est cette map que je vais utiliser donc dans mon surface test. Donc je la mets ici. Donc je lui demande en fait tout simplement de supprimer les particules qui ne sont pas sur des couleurs plus hautes que le gris moyen. Donc typiquement toutes les particules qui vont être sur du noir. Donc voilà comment on drive des particules avec une map vectorielle. Information importante également, il faut désactiver la correction de gamma dans le viewport. Donc vous allez ici dans le menu rendering, gamma LUT setup. Donc c'est important de le désactiver parce que ça va perturber le surface force, il ne va pas réussir à comprendre et à bien interpréter les valeurs de la map vectorielle et ça risque de fausser l'animation des particules. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le gamma et qui voudraient le comprendre, je vous ai mis en description un doc PDF qui vous expliquera en français donc le principe du gamma. Donc on va continuer sur ce modèle et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut mesher des particules. Donc pour ça on va utiliser donc, le TypeMesher qui est fourni avec TypeFlow. Donc vous pouvez le trouver ici dans les géométries de TypeFlow. Je le crée dans ma scène et je vais venir ajouter mon TypeFlow au TypeMesher. Et là vous voyez tout de suite que j'ai donc du meshing qui a été fait. Donc l'intérêt du TypeMesher, vous voyez il y a plein de paramètres, c'est qu'il va pouvoir nous permettre de filtrer les particules qu'on souhaite mesher. Donc si je retourne ici dans mon éditeur TypeFlow, vous voyez qu'ici j'ai ajouté un groupe spécifique pour l'event des trails, ici donc le groupe A, c'est un groupe d'export. Et donc dans mon TypeMesher, je vais pouvoir lui demander de ne prendre que les particules du groupe A.
D'accord? J'ai également la possibilité directement dans les paramètres de TypeFlow de lui demander de n'exporter qu'un certain groupe de particules. Donc ici en l'occurrence je vais lui demander d'exporter que le groupe A. Donc ici on voit qu'on a la possibilité de venir grossir le mesh. Vous voyez, j'utilise une valeur absolue pour l'instant, mais je peux très bien lui demander de ne pas utiliser une valeur absolue et d'utiliser à la place donc la valeur de scale des particules. Donc si je retourne dans mon éditeur ici, je vais pouvoir ajouter une valeur de scale ici en absolu par exemple. L'intérêt ça va être de pouvoir créer des trails qui vont se réduire sur la durée. Donc je vais pouvoir affiner le maillage en diminuant la valeur ici de voxel size. Plus la valeur va être basse, plus le maillage va se densifier. L'intérêt c'est qu'on va gagner en détail. Et ensuite je vais pouvoir venir jouer avec des modes de voxel filtering qui vont encore venir affiner le maillage global en venant supprimer en fait les particules qui sont les plus petites. Donc là ici on voit que tous les artefacts, toutes les petites particules ne sont plus affichées. Vous pouvez également rajouter des modifiers, par exemple un relax pour venir comme ça encore plus affiner. Ensuite je vais pouvoir par exemple appliquer un matériel sur le TypeMesher et je vais même pouvoir récupérer les UV des particules pour faire du mapping par rapport à une map. Donc là, je vais vous montrer comment faire. Ici, vous voyez que j'ai la possibilité de rajouter un opérateur qui s'appelle le mapping. Je vais venir choisir ma surface, donc ma géométrie ici, et je vais demander au TypeMesher ici d'hériter les informations du VW de mes particules. Et ensuite, je peux par exemple appliquer cette map au matériel du TypeMesher. Je fais en sorte de l'afficher dans le viewport. Donc là, vous voyez, si je cache mon plane, je vais avoir les informations de mapping qui s'appliquent bien sur mon TypeMesher. Donc là, pour l'instant, le mapping il est en timing on event entry, c'est-à-dire que les particules vont venir capturer la couleur sur laquelle elles sont quand elles sont nées, et puis elles vont la conserver toute leur vie. Si maintenant le mapping, je le mets en continu, vous voyez que les particules en fait vont glisser sur la map, récupérer en fait continuellement les couleurs sur lesquelles elles se trouvent. D'accord? Vous pouvez également mécher vos particules de TypeFlow avec le plugin Frost. Le seul problème c'est que Frost ne va pas prendre en compte les informations de mapping des particules TypeFlow. Donc je voudrais juste revenir sur quelque chose qu'on a vu brièvement avec le meshing. Donc on a vu ici que TypeFlow pouvait exporter ses particules en activant ici l'option Enable Particle Interface. Okay. Et ici on voit qu'on a l'option Include Legacy Interface. En fait c'est l'ancienne interface de particules de 3ds Max. Donc ParticleFlow, par exemple, utilise la Legacy Interface. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que les objets qui ont cette interface de particules vont pouvoir être utilisés dans les systèmes de particules, et notamment TypeFlow va être capable d'utiliser ParticleFlow en utilisant, par exemple, un BurstFlow. Donc, je vais repartir d'une nouvelle scène, et je vais venir créer un ParticleFlow, et je vais venir ensuite créer un nouveau TypeFlow. Donc, à la base, le BurstFlow a été fait pour loader les particules d'un autre TypeFlow, mais on peut très bien l'utiliser pour loader un ParticleFlow. Et là, vous voyez que j'ai bien des particules qui ont été créées et qui vont suivre le ParticleFlow. Voyez. Et vous pouvez également utiliser dans un speed l'icône de ParticleFlow. D'accord? Alors là, je vais vous reparler d'une astuce qu'on avait déjà vue dans les vidéos précédentes. En fait, c'est une astuce qui va nous permettre de séparer les particules à la naissance. Donc vous voyez que là, j'ai des particules qui apparaissent sur cette icône, mais j'ai aucun moyen en fait de les séparer, donc je ne peux pas contrôler ça. En tout cas, je ne peux pas le faire directement, il va falloir que je passe par un particle physics. Alors le particle physics, je vais le mettre en timing on event entry, je vais le laisser en particule collision, je vais venir ici décocher integrate into bind solver, et je vais venir affecter simplement la position. Ensuite, je peux venir afficher les collision shapes, donc là on voit bien les zones dans lesquelles les particules vont se repousser. Ensuite, j'ai juste à augmenter par exemple le radius. Et ça va me permettre comme ça de créer de la distance en fait entre mes particules. Donc là, je peux décocher l'affichage. Et donc là, on voit qu'on a quelque chose d'un peu plus régulier. Donc après, on peut venir jouer avec les paramètres de stiffness par exemple, ou de radius. Et vous voyez qu'on peut comme ça très facilement séparer les particules de manière à peu près homogène à la naissance. Alors la prochaine astuce, ça va concerner l'organisation dans TypeFlow. Si on décide de changer d'objet par exemple dans nos différents opérateurs, vous voyez qu'à chaque fois
je suis obligé d'aller repiquer mes différents objets. Donc c'est du temps perdu, hein, tout simplement. Donc dans TileFlow, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle les tailles collections, qui vont nous permettre de gagner du temps justement sur ce genre de manipulation. Alors les tailles collections, c'est des helpers qu'on peut trouver ici sous la catégorie TileFlow des helpers. D'accord? Donc je vais en créer une dans ma scène. Le taille collection va servir à référencer des objets de la scène. Donc par exemple, la box ici. Mais je peux avoir autant d'objets que je veux dans ma scène et les ajouter à la taille collection. D'accord? Alors plutôt que de le faire à la main, la petite astuce, ça va être d'épingler ici l'interface de la taille collection, d'aller sélectionner les objets qu'on veut et de cliquer ici sur Add Selected. D'accord? Une fois qu'on a fini, on désépingle l'interface de la taille collection. Donc l'intérêt, si vous voulez, ça va être d'aller piquer directement notre taille collection dans nos opérateurs. D'accord? Donc ici, j'enlève ma box. Et vous voyez que j'ai juste à le faire une fois. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir gagner du temps, puisqu'on n'a plus besoin d'aller changer dans chaque opérateur la liste des objets qu'on veut ajouter ou supprimer dans notre système. On va le faire une seule fois ici depuis la taille collection, et puis ça va en fait se déployer directement dans tout le système. En tout cas, dans tous les opérateurs où on aura ajouté notre taille collection, ça va se faire automatiquement. Alors sachez aussi que vous pouvez importer directement les objets depuis un layer. Et à chaque fois que je vais ajouter ou supprimer un objet du layer, ça va s'updater directement dans la taille collection. Et on peut aussi le faire directement avec le nom des objets. D'accord? Vous avez compris le principe? Si vous avez l'habitude de travailler avec du close ou des bindings, de manière générale, vous avez dû remarquer qu'il est parfois compliqué de faire en sorte que vos binds restent rigides. Vous voyez que j'ai souvent un effet de tension comme ça qui vient se créer. Donc une des solutions pour réduire cet effet-là, c'est de venir jouer avec la masse. Donc la masse, c'est une valeur qui va s'appliquer sur les particules et qui va avoir un impact sur le solver physics et sur le bind solver. D'accord? Donc de base, les particules ont une masse de 1. Et si je viens appliquer une masse aux particules blanches, donc celles qui sont sur l'émetteur ici, avec une valeur beaucoup plus haute, vous voyez que les binds vont être beaucoup plus resserrés. Donc mon système, vous voyez qu'il est relativement simple, hein. J'ai un émetteur avec des particules dessus, j'ai un close, et les particules du close qui sont proches de celle-ci vont se binder tout simplement à celles donc, de l'émetteur, auquel j'ai mis un groupe ici. Et si je leur applique une masse plus forte, ça va jouer sur les binds et ça va les contraindre un peu plus. Vous avez ici dans les propriétés du TileFlow l'onglet Particle Bind Solver, dans lequel vous avez une option qui s'appelle Strict Déterminisme. Cette option-là va assurer le fait que les binds vont toujours se faire dans le même ordre. Donc là, imaginons que je sois satisfait de ma simulation, d'accord? Donc je peux enregistrer ma scène et la fermer. Le problème, c'est que si je réouvre par la suite ma scène, je ne suis pas assuré de retrouver exactement la même simulation. Et c'est pour ça qu'on a ici une option qui s'appelle Strict Déterminisme, puisque les bindings ne vont pas tous se recalculer nécessairement dans le même ordre. D'accord? Donc l'intérêt de l'option ici Strict Déterminisme, c'est de faire en sorte que les bindings, quoi qu'il arrive, se recalculent dans le même ordre. D'accord? Alors je voudrais maintenant vous parler d'une fonctionnalité que je trouve intéressante, pour ceux qui aiment bien scripter en tout cas. Donc j'ai un script ici très simple qui va randomiser la position de mes particules. Alors sur l'axe X, Y et Z, vous voyez que j'ai une fonction ici de random qui va me permettre de randomiser entre 1 et 100 la position de chacune de mes particules. Donc si j'active le script, vous voyez que c'est randomisé. Maintenant, si je ne suis pas satisfait du résultat, j'aimerais bien définir un seed pour varier un peu le random. Donc le seed, c'est ce qu'on va retrouver dans tous les opérateurs dès lors qu'il y a de la variation. Donc par exemple ici, si je prends l'opérateur rotation, vous voyez qu'en bas j'ai un seed et je peux le changer comme ça. Et ça va me permettre, si j'ai de la variation, par exemple ici dans l'interpolation ou dans la divergence ici, de modifier comme ça, à la volée, les valeurs qui me permettent en quelque sorte de randomiser le random, c'est-à-dire d'affecter de nouvelles valeurs de random aux particules. Donc on peut le faire dans le script avec la fonction tf.setSeed ici. Donc on va définir la valeur du seed pour la particule. En l'occurrence, ça va être la même valeur pour toutes les particules. Et ensuite, on peut définir une valeur. Donc je pourrais très bien venir écrire directement une valeur ici pour modifier mon seed. Le problème, c'est que ça va m'obliger à revenir à chaque fois dans le script pour changer cette valeur. Donc je vais passer tout simplement par un Custom Properties et je vais pouvoir définir ma valeur ici. Donc pour récupérer cette valeur, c'est très simple. On utilise une variable ici avec la fonction getCustomFloat dans laquelle je récupère la valeur du channel ici que j'ai créé. Et ensuite, c'est cette valeur que je réutilise
dans la fonction setSeed, d'accord, ici. Donc je vais utiliser cette fonction ici pour convertir la variable customSeed en integer, d'accord, donc en nombre entier. Et à partir de là, si je modifie la valeur du custom properties, vous voyez que ça change le seed à l'intérieur du script, et donc ça modifie les affectations des valeurs random sur mes particules. Donc j'ai une particule au centre qui est plus grosse que les autres, et je vais transférer tout simplement la taille de cette particule sur mes autres particules. Donc je vais venir ajouter ici un property transfer, et je vais simplement lui demander de transférer ici le scale. Donc là on voit que les particules gonflent uniformément. Je vais passer ici le property transfer en mode max, et descendre un peu la force du transfert, de façon à ce que la transition soit un peu plus douce. Je vais baisser aussi la taille de la zone d'influence du transfert. Alors ici j'ai pris l'exemple du scale, mais on peut transférer un custom vector, un mapping, une vélocité ou n'importe quelle valeur flottante. D'accord ? On peut lui demander également de récupérer l'information venant de certains groupes de particules. Donc là, par exemple, je vais choisir le groupe 2. Vous voyez que j'ai plus rien qui se passe, tout simplement parce que aucune particule n'est affectée au groupe 2. Si je viens donner à ma particule centrale un groupe, le groupe 2, vous voyez que ça fonctionne. Donc les particules de cet event, qui sont proches de celle-ci, vont récupérer les informations de scale. Mais comme celles-ci ne font pas partie du groupe 2, vous voyez que les autres qui sont plus éloignés, qui sont hors de la zone d'influence du property transfer défini par ce radius ici, et que je peux le modifier, ne vont pas être affectés par le property transfer. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur le property transfer, je pense qu'on peut s'en servir de plein de façons. Ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de faire des mélanges de couleurs dans une simulation de fluide. Donc déjà, je vais vous montrer comment on fait une boucle, et ensuite comment on peut s'en passer, comment on peut la simplifier. Donc pour faire une boucle classique, il faut envoyer les particules hors de l'event du burst, puisqu'on ne peut pas faire boucler sur un event dans lequel il y a un burst. Donc on utilise un sendout. On va utiliser un object bind pour attacher nos particules sur l'émetteur. On va simplement remonter un peu l'émetteur au début. Voilà. Et je vais animer mon émetteur pour qu'il descende en dessous du niveau 0, donc en dessous de la grille ici. Et je vais venir dans le Curve Editor, sélectionner mes clés, aller dans Controller, Out of Range Types et faire un ping-pong. Vous voyez ? Donc le ping-pong, tout simplement, c'est un mode de contrôle des courbes qui va me permettre, voilà, d'avoir une animation qui se répète. Donc je désactive l'autokey et je vais simplement ici affecter une shape à mes particules, par exemple un cube. Donc ce que je voudrais, c'est que quand mes particules descendent en dessous du niveau 0, elles grossissent. Mais quand elles repassent au-dessus du niveau 0, elles reprennent leur taille initiale. D'accord ? Donc ici, je vais simplement affecter un scale en absolute. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser un property test en position Z et on va affecter ici comme valeur 0. Donc je crée un nouvel event. Donc dans l'object bind, il faut bien être en lock to object quand on bind nos particules sur un helper, puisque le helper n'a pas de géométrie, n'a pas de surface. Donc on va se mettre en lock to object pour locker les particules sur le pivot de mon icône. Donc là, on voit bien que nos particules ont été envoyées dans l'event 3, puisqu'elles sont passées en dessous de la grille. Donc je vais simplement dupliquer mon object bind pour que les particules continuent de suivre mon icône. Je vais leur affecter ici un scale en absolute à 500 par exemple, tout en prenant soin ici de décocher les scales de l'object bind, puisque sinon on ne pourra pas modifier le scale. Donc là on voit bien que quand les particules descendent en dessous du niveau 0, elles grossissent puisqu'elles sont envoyées dans cet event. Maintenant pour faire une boucle, je vais simplement dupliquer mon property test et je vais relier mon property test à l'event 2. Je vais rajouter un point pour qu'on puisse bien comprendre. Voilà. Dans le deuxième property test, je vais simplement passer en greater. Et là, vous voyez que ce qui se passe, quand les particules reviennent au-dessus du niveau 0, dans cet event, elles repassent dans l'event 2 et donc elles reprennent leur taille initiale. Donc là, on a créé une boucle. Donc je vais vous montrer comment on peut simplifier tout ça grâce au filtre. Donc je vais venir récupérer mon object bind et le transférer dans l'event 1. Pareil pour la shape.
le scale en absolute et le deuxième ici. Voilà. Je vais prendre mon property test ici, venir supprimer mon sendout, supprimer les liens entre les events. On n'oublie pas d'afficher la géométrie des particules. Voilà. Vous voyez que par défaut, les opérateurs qui ont des outputs, donc des sorties, ont pour paramètre d'envoyer les particules hors de l'event, donc de les send out, si le test est rempli. Donc ce que je vais faire ici, c'est tout simplement de passer de send out à increment custom float. D'accord? Donc je vais créer un nouveau channel. Ici, je vais l'appeler par exemple test position Z. Le property test, je vais le passer au-dessus des scales. Les scales, je vais les mettre en continu. Vous voyez que par défaut, c'est le dernier scale qui est utilisé, puisque c'est le dernier qui est lu dans la succession des opérateurs. Donc je vais renommer mes scales. Ici, je vais l'appeler big, et lui, je vais l'appeler small. Donc moi, ce que je veux, c'est que quand le property test ici valide le test pour une particule, donc quand une particule passe en dessous du niveau 0, ce soit ce scale qui affecte les particules. Donc je vais venir ici rajouter un filtre en custom float. Je vais venir chercher le channel que j'ai créé. Et en test, on va mettre égal à 1, puisque la valeur va être incrémentée. De base, elle est à 0, et si le test est validé, la valeur passe à 1. Le problème, c'est que les particules vont finir par perdre leur taille, parce que le property test continue d'incrémenter les valeurs à chaque fois que les particules sont en dessous du niveau 0. Donc au lieu de mettre égal à 1, on peut mettre tout simplement supérieur à 0. D'accord? Et là, on voit bien que nos particules conservent leur taille quand elles passent en dessous du niveau 0. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que nos particules reprennent leur taille initiale quand elles repassent au-dessus de la grille. On va venir rajouter un custom properties en set, donc save value to channel. Dans notre valeur flottante, on va venir choisir ici le channel test position Z. Et on va lui dire de se mettre en timing pour enregistrer une valeur de 0. Vous allez comprendre pourquoi. Donc le custom properties, lui, va reset la valeur qui a été incrémentée éventuellement par le property test à 0 à chaque frame. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand mes particules passent en dessous du niveau 0, elles grossissent, et quand elles repassent au-dessus, elles reprennent leur taille initiale. Donc voilà comment on remplace une boucle grâce aux custom properties et aux filtres. Alors dernière petite astuce pour cette vidéo sur Tailflow, je vais créer deux objets ici, une box et une sphère, pour lesquels je vais avoir un ID différent. Donc la box alors un ID de 3 par exemple, et la sphère un ID de 19, admettons. Donc j'ai bien un système de particules avec les objets références que j'ai créés. Maintenant si je veux les exporter en objets, je vais venir utiliser un export particles operator, et je vais tout simplement les exporter. On va en exporter, voilà, une petite vingtaine. Donc là, si je regarde les ID des objets qui ont été exportés, je constate qu'ils sont tous à 0. Une des solutions pour conserver les ID sur les particules exportées, ça va être de passer par le type properties, et donc d'assigner en fait l'ID de l'objet directement dans une valeur du type properties, donc dans un nouveau channel. Donc par exemple, je vais l'appeler ID, d'accord, et je vais lui donner une valeur de donc 3, parce que ça correspond à l'ID de la box. Donc j'ajoute un channel ID, pareil, que je mets à 19, d'accord. Et ce channel va être récupéré par le shape operator en important nos particules dans le système Tailflow, et je vais pouvoir en fait le réutiliser à l'export ici, en cochant l'option Object ID from Custom Float et en ajoutant le channel que j'ai créé. Je vais relancer un export et je vais regarder les ID de mes objets, et on voit bien que mes objets ont bien conservé les ID grâce aux type properties. Alors sachez que si vous avez la flemme de réassigner à chaque fois des type properties, j'ai créé un script qui permet de le faire. Je vous montre comment ça fonctionne. Vous sélectionnez vos objets et vous ajoutez un type properties, d'accord? Et donc vous voyez que le type properties a assigné une valeur à un channel qui correspond en fait à la valeur de l'object ID de l'objet. Donc ici 3 et ici 19. Donc n'hésitez pas à le modifier, à le changer, à le customiser et à le partager. Sachez qu'il est en libre accès. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelques petites astuces dans Tailflow.